Bonjour à tous les deux. On se retrouve pour cette première interview. Julien à droite, Romain à gauche. Julien au dessin et Romain à la scénarisation. Vous allez nous raconter un petit peu la genèse de ce manga qui s'appelle L'Étame, qui est, selon ce que j'en sais, de la dark fantasy. Julien, si tu veux, tu peux commencer à nous raconter un peu cette genèse de l'œuvre. Pardon, Romain, je vais y arriver. Ou Julien, hein, après tout, vous êtes tous les deux papas de l'œuvre. Je préfère que ce soit le chef qui commence. D'accord, vas-y Romain. Alors du coup, c'est beaucoup plus dur d'un coup. Tout d'un coup, on t'a coupé dans ton élan. Ah tout à fait. Non, alors moi j'avais commencé à écrire un light novel parce que j'étais grandement inspiré à l'époque de Lovecraft, etc. Donc c'était des histoires très courtes. Et je m'en servais pour être JDR, donc un maître du jeu avec mes amis, etc. On faisait des JDR. Et un jour, je me suis dit pourquoi pas scénariser une histoire complète, parce que je faisais aussi beaucoup de poèmes. Et je sais pas, on m'a dit ah, mais j'aime bien ce que tu fais, et pourquoi tu n'en ferais pas une histoire vraiment originale. Donc c'est là où j'ai commencé à écrire le roman, avec des illustrations, etc. Donc roman illustré, donc oui, très, très dark fantasy. Et ensuite, on a commencé à faire le manga du coup avec Julien 2 ans plus tard, à partir du moment où j'ai commencé à écrire le roman. Donc il y a eu une petite maturation, ouais, 4 ans plus tard par rapport à la première ligne. Ah voilà, c'est ça. Il y a eu une évolution sur l'œuvre, hein, au niveau du format, etc. Ouais. D'accord. Bah, on est passé sur de base, ce qui devait être au tout début un JDR, puis une sorte de recueil de poésie racontée par les personnages, à un roman, et puis un manga, même si le manga devait arriver avant le roman, au commencement. D'accord. J'ai dû tout remettre en fin, parce que j'avais fait vraiment 1000 pages comme un codex. Et en fait, le manga, moi j'avais un autre dessinateur, je me suis séparé de lui. Et en fait, je m'étais dit, bon, je vais pas attendre 1000 ans. En attendant, je vais écrire un roman, parce que j'aimerais que ça sorte. Du coup, j'avais tout organisé pour en faire un roman. Et ensuite, il y a le monsieur Julien qui est arrivé. Oui, parce que de toute façon, avec le manga, tu as des codes de découpage, tu vois, là, tu es contraint quand même par une certaine rythmique. Alors, Julien, est-ce que tu as une formation académique ou une formation autodidacte? J'ai une formation académique assez sommaire. J'ai fait qu'une année d'école de beaux-arts. Après, je suis parti parce que ça m'a pas trop intéressé. Je suis principalement autodidacte. Mais ça, c'est pas un mal, hein, parce que pour avoir une expérience avec pas mal de mangaka français, en tout cas, beaucoup sont autodidactes. Et ils ont fait des stages, ils ont fait des choses, mais... Je me suis toujours dit, si y a moyen d'apprendre gratuitement, autant faire. Voilà. Non, surtout tu as des écoles de graphisme, de direction artistique, d'animation. Des écoles qui t'apprennent pratiquement à dessiner. En général, tu sais déjà dessiner avant de rentrer à l'école. Ouais, c'était un peu mon cas. Mais les écoles auxquelles j'y étais allé, c'était pas les meilleures, donc ça m'a pas trop convaincu. C'était trop académique pour toi finalement. C'était surtout une école de beaux-arts, donc on peut s'y attendre. C'est une école très généraliste. On fait beaucoup de matières dans la semaine. Moi, ça m'intéressait pas trop. Moi, j'étais plus dans le dessin pur, la caricature. Je me retrouvais à faire de la sculpture, tu vois. Donc je suis parti, j'ai essayé de trouver des emplois. Entre-temps, je continuais à dessiner et à poster ce que je faisais sur internet, et c'est là que Romain... Vous avez trouvé avec Romain? C'est ça, oui. Vive Insta. Pas forcément, pas moi je pense Insta. Discord. Voilà. Le geek. C'est bien aussi. Il était injoignable sur Insta, je suis passé par Discord. Comme quoi. Au début. Oui, au début. Bon c'est cool. Après WhatsApp enfin. Ça a fait Discord, Insta, WhatsApp. On a professionnalisé la relation petit à petit. C'est bien. C'est ça, ouais. C'est ce qu'il faut. Donc, c'est allé très vite tous les deux pour vous retrouver par l'école. Tu as dit que ça s'appelait comment? C'est la Humanity. C'est l'école. Ces envies sont trouvables sur Insta, sur Discord. D'accord. Oui, principalement, j'ai cherché des serveurs Discord pour poster des dessins, pour faire un peu de pub. Disons que j'ai fait forte impression le jour même, et le lendemain, il y a Romain qui m'a contacté par message privé en disant qu'il cherchait un dessinateur pour son manga.
Il m'a parlé de monstres, de dark fantasy, de sang. J'ai fait, ça a l'air sympa tout ça. Banco. Oui, c'est ça. C'était vraiment un coup du sort parce que lui il l'a rejoint la veille et je l'ai rejoint moi le surlendemain du coup. C'était vraiment directement et du coup ils m'ont conseillé. Je fais ok bon on va voir, je l'ai attrapé de son tiroir, je l'ai sorti de sa grotte et on a vu. Hein. C'est bien. Ah bah tiens, justement Julien, vas-y, montre-nous quelques planches, voilà, de... Mauvais sens. Et entre-temps, Romain, tu vas peut-être nous faire un petit pitch de l'œuvre. D'accord. Voilà. Alors, l'œuvre, c'est un jeune protagoniste ayant quelques soucis, disons, de l'ordre de la psychiatrie, qui évolue dans un monde fantastique. Imaginez un Shutter Island dans le monde de Hellraiser ou Berserk. Bon, Hellraiser de l'autre côté. On est sur une œuvre épique dramatique, on suit un personnage vraiment adulte, on ne suit pas des jeunes enfants, on est quand même sur la vingtaine et plus ensuite sur l'histoire qui évolue, donc on aborde des thèmes plus adultes et même les personnages étant donné qu'ils sont moins enfants ont une compréhension du monde plus proche de la nôtre, donc c'est vrai qu'on a une narration qui est plus explicite, on explique moins, tout est plus visuel et tout est plus compréhensible. D'accord, par les planches. C'est ça, et même par la pensée ou les dialogues. Il y a des sous-entendus parfois qui sont terribles. Par exemple, quand on parle entre adultes, le passif-agressif, c'est présent là-dedans. D'accord, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne parle pas forcément à la jeunesse, mais beaucoup plus aux grands ados ou aux jeunes Ouais, adultes. c'est ça, surtout quand vous entrez dans la vie active, parce que Petit public averti ici. on a quand même réussi à mettre quelques pics à la vie active, parce que moi je suis dans la vie active, et bon, sans spoiler, on a réussi à mettre des petites références quand on arrive en retard au travail, malgré l'univers ou la hiérarchie qui ne nous écoute pas. On a quand même réussi à mettre quelques thèmes pour les jeunes adultes. D'accord. Oui, ça c'est intéressant. Et puis, quoi d'autre? Vous avez... Oui, donc tu disais, Julien, que c'était pas pour tout public. Hein. Faut quand même le souligner. Que ça soit visuellement dans les thématiques, les sujets abordés, c'est c'est assez dark, ouais. Plus que visuellement, parce que le visuel, tu peux avoir des dessins ou des images controversées pour un jeune public, allez, 12 ans, les films d'horreur 12 ans et plus, où on voit des cadavres, de la pendaison ou autre. Là, c'est vraiment plus sur... psychologique. Ouais, c'est les thématiques, ok, mais c'est comment elles sont abordées, les thématiques. On peut avoir des thématiques, le Petit Prince, très dur, mais abordées d'une façon... enfantine. C'est ça, en tout cas, à l'aise pour les enfants, pour avoir une seconde lecture plus tard. Alors, nous, c'est pas vraiment ce parti pris qu'on a, on a une thématique et on est très explicite. On n'est pas gore, on n'est pas forcément vulgaire, on essaie d'être juste. Et je pense que la justesse, c'est d'essayer d'être le plus... La vérité, c'est ça. Ménagez quand même pas votre lecteur. C'est être sincère, critique, mais toujours dans... on est sympathique, quoi. On met des thèmes, on fait à peu près ce qu'on peut faire. On essaie de faire mieux et on laisse le lecteur juger. On veut pas... moi, je déteste les histoires vraiment trop moralisatrices, donc on a essayé de faire ça. Donc des petites piques au réel, mais au final, donc ce jeune homme, il est donc assez jeune adulte. C'est quoi en fait ses perspectives? C'est quoi sa situation? Il est dans un monde réel. Il est donc il a des problèmes psychiatriques. Alors, il n'est pas dans un monde réel, mais disons que depuis tout petit, il entend des voix dans sa tête, il voit des choses qui ne sont pas réelles. Ce qui va compliquer fortement ses relations sociales. Quand il va trouver un groupe qui arrive à plus ou moins passer au-dessus et au-delà de ses problèmes. Et lui, là où en fait on va toucher le réel, c'est parce que il a une relation amoureuse qui est dure à gérer avec ses soucis. Il a des relations amicales qui sont dures à gérer, tout simplement aussi de s'occuper de son petit frère, de sa petite sœur, et c'est des choses qui sont très dures pour lui. Il vient de commencer à travailler, il est dans un monde tout à fait horrible, hein. Il voit des cadavres à droite, à gauche. Et, c'est la norme dans ce monde-là? C'est la norme de mourir jeune et aussi de ne pas pouvoir enterrer directement ses proches, ses voisins. Ah oui. Et c'est vrai que quand on meurt et qu'on n'a pas de famille, les gens ne touchent pas au cadavre ou alors ils le brûlent. D'accord. Ah oui, c'est traumatisant. Ouais. Et du coup, lui, il est entre tout ça. Et c'est vrai que c'est le personnage que je trouve le plus réaliste dans ce monde. C'est celui qui réagit le plus, avec le plus d'hystérie à certaines choses qui sont pas tout à fait normales. Hein. D'accord. Et du coup, cette histoire, elle te vient de loin.
C'est des choses qui te parlent aussi, ou c'est quelque chose que tu as totalement inventé? Ou alors peut-être dans ton entourage aussi, ou des gens que tu as croisés qui t'ont inspiré cette histoire? Alors, au niveau du personnel, il est vrai que j'ai une inspiration très forte. Un peu de toi. Alors pas de moi personnellement, mais oui de ma vie, surtout ma vie adolescente. Et c'est ce qui m'a permis à me rapprocher, disons, d'une certaine Shining, Shutter Island et beaucoup de films, de romans, de poèmes, La Maison des Fées, etc. où on parlait de problèmes pas forcément psychiatriques, mais de problèmes non de spiritualité, mais comment on pourrait appeler ça, psychique, de l'ordre psychique. Et c'est vrai que c'est comme ça que moi j'ai commencé à écrire et aussi à adorer ces histoires, mais parce que de base c'est vrai que j'ai dans ma famille quelques voilà, personnes qui ont eu des soucis, qui en ont encore et qui ont encore, mais c'est long, hein, c'est long de s'en extraire. C'est même pas long, c'est infini, on ne s'en extrait pas. À partir d'un certain âge, je crois que c'est plus possible. C'est pas réversible. Je pense que la réalité en fait qu'on a est différente de la leur, et je pense que quand tu es enfant encore, tu peux plus ou moins essayer de faire certaines choses, mais quand tu as atteint l'âge de raison, donc même 15, 16, 17 ans, je pense que c'est tellement ancré profondément que tu ne peux pas enlever la personne, à part la pousser peut-être à commettre un acte irréparable. Du coup, par le biais de cette œuvre, tu as voulu rendre hommage, tu as voulu souligner ce problème social, enfin ce problème humain. Alors avec une certaine violence, je l'avoue, puisque c'est vrai que les gens réagissent violemment, mais des deux côtés. Les gens qui sont directement concernés par ces soucis-là et les gens qui sont surtout... On ne parle pas des inconnus, on parle de la famille et des amis. C'est extrêmement dur à gérer ce genre de choses. Et c'est vrai qu'avec violence, j'ai essayé de faire... J'ai appelé ça au début la douce folie. Donc j'ai essayé d'en parler le plus justement possible à mon égard, comment moi je l'avais vécu et comment je pensais que la personne l'avait vécu. Mais que je trouvais ça un peu trop dur, je trouvais ça un peu trop triste. C'est quelque chose qui me faisait un peu de peine, enfin qui est dur à écrire en tout cas. Donc c'est là où j'ai rajouté le surréalisme, le fantastique, l'épique, le dramatique, le gore. Et je me suis dit c'est beaucoup plus simple à raconter, c'est beaucoup moins violent. Et ça permet quelque part aux lecteurs de s'extirper un peu de leur vie, quoi. S'imaginer un monde, des aventures, etc. Ouais, je pense qu'il y a, ça parlera au lectorat. Il y a, surtout en ce moment, c'est un petit peu sombre actuellement l'ambiance générale. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent, beaucoup de gens qui sont pas bien. Et c'est vrai que oui, ça permet de mettre des mots, ça permet de. Ouais, je pense qu'une lecture comme ça peut aussi aider à traverser quelque chose. Ouais. Là, c'est ce que je dis souvent aux gens quand ils veulent vraiment une précision pertinente, c'est que du coup, souvent les problèmes d'ordre psychique entraînent des problèmes d'ordre mémoire. C'est comme ça, c'est les chocs violents, tu ne vas pas... Oui, tu peux faire des blackouts. Exactement. Ouais. Et forcément, ces blackouts sont justifiés par une raison spécifique, que tes proches peuvent te cacher, que tes proches ne vont pas t'énoncer, parce que tu peux, du coup, c'est horrible, tu oublies complètement ta raison d'être, ce que tu fais durant parfois plusieurs heures ou plusieurs jours. Et c'est vrai que le personnage principal a d'énormes blackouts. Julien, tu peux nous montrer une ou deux planches en correspondance si tu arrives à les retrouver. Quand il vomit avec la prémonition. Très bonne idée. Un petit instant. Ouais, juste avant. Ok, oui, celle-là. Non, ouais, un petit peu avant. Un petit peu, ouais, juste là. Par exemple. Le personnage principal, en fait, il a d'énormes pertes de mémoire et il n'est même plus sûr et certain de ce qu'il a fait. Et c'est vrai que quand ses proches lui disent, il les croit. Et puis plusieurs semaines plus tard, ou plusieurs mois plus tard, il va se souvenir d'une version totalement différente. Et c'est à partir de ce moment-là où il perd pied, parce que c'est plus un enfant, il peut plus dire que c'est ses rêveries, ses cauchemars, etc. C'est pas son imaginaire. C'est qu'il y a des choses qui sont réelles et d'autres qui sont irréelles. Donc c'est hyper déstabilisant. Ouais, parce que lui en fait, il va inventer aussi, tu peux montrer, il va inventer une réalité pour faire face à ça, parce que forcément, quand il va se souvenir que ses amis lui mentent pour son bien ou son mal, ça on sait pas, mais en tout cas, ils lui disent pas l'entière vérité, lui il va essayer de trouver une solution pour esquiver les sujets. Et ça, ce qu'on voit là à l'image, c'est l'expression de sa vérité. Ça, je peux pas vous le dire. Je peux pas vous dire, mais certaines choses qu'il voit sont réelles et d'autres sont irréelles. D'accord. Là, actuellement, vous en êtes au premier tome ou c'est un one shot? Alors, tu veux, allez, je te laisse.
Vas-y toi. C'est le premier tome. On a storyboardé le tome 2 et 3. On a fini les couvertures du tome 2, 3 et 4. Et on est sur une série qui s'annonce courte-longue. Courte-longue, ce que j'appelle courte-longue, c'est que par rapport aux séries japonaises, ce sera court. Mais pour une série française, c'est très long. On est Tu es sur plusieurs arcs? Alors oui, tout à fait. On va suivre les arcs narratifs du roman. Donc les arcs narratifs du roman, disons que c'est le déni. On va commencer par le déni, la colère, et puis c'est pas les étapes du deuil, mais sur ce genre de choses, on va dire qu'on a essayé d'humaniser les arcs en eux-mêmes par rapport à des réactions de personnages. Un sentiment. C'est ça, exactement. Voilà, comme nous, dans notre période, quand on vit, parfois on est joyeux, parfois on est triste, parfois ça peut s'étaler, parfois on est dépressif. On ne sait pas pourquoi, des fois c'est chimique, c'est spirituel, on ne sait pas. Et c'est vrai que du coup on a essayé de suivre les arcs narratifs préétablis par le roman, et ça fait beaucoup. Moi j'ai écrit 3 tomes, j'en ai sorti qu'un parce que ça coûte de l'argent et Bien parce sûr, qu'il faut la correction, par le début, c'est ça. il faut se faire connaître. Et est-ce que vous participez à des conventions? Est-ce qu'on peut vous trouver d'une façon ou d'une autre? Alors oui, en librairie, sur le net, on mettra les réseaux sociaux à la fin de la vidéo. La prochaine convention que vous allez faire, ce sera laquelle? Le festival de la BD d'Angoulême. Ah, on va se retrouver à Angoulême alors. Très bien. Nickel. Ben là vous allez, vous avez un public pointu à Angoulême, donc ça va vous permettre de faire découvrir l'œuvre. Hein. Pour les conventions, celle-ci est sûre. Il y en a peut-être une dans les Yvelines, un festival du livre. Il y aura peut-être le festival du livre de Mency aussi, et peut-être le festival du livre de Brive, mais il est passé. Du coup, ce sera pour un peu plus longtemps. L'année prochaine. Exactement. Parce que c'est vrai que on faisait beaucoup de conventions geek, un peu généralistes, et on s'est, en tout cas moi, parce que c'est vrai qu'il fait pas beaucoup de conventions, je me suis vachement réorienté pour des conventions qui sont plus littéraires, que ce soit du BD, de la comics ou des romans, parce que c'est vrai que le public n'est pas le même et qu'on a beaucoup de mal. Il y a beaucoup d'enfants en fait dans les conventions geek, c'est vrai que les enfants on leur vend pas quoi. Non, et puis c'est surtout que ceux qui aiment tout ce qui est animé, jeux vidéo ne lisent pas forcément le manga. Ouais. Donc, on nous a demandé beaucoup est-ce qu'il y avait un animé. Au final, je commence à répondre oui, allez, retrouvez-moi sur Instagram, l'animé il sort bientôt. Et t'avais un trailer. C'est ça que je me montrerais. Je montrerais le trailer. Bon, c'est super. Donc, nous, on va se donner rendez-vous à Angoulême. Et puis, on souhaite bon démarrage à l'ETAM. Et donc, tome 1, au moins 3 tomes de prévus, en tout cas dans les tiroirs. Hein. Tome 2 dans 6 mois. Tome 2 dans 6 mois. Bon, c'est peut-être pas 6 mois tout à fait, mais tome 2 avant l'été. Une bonne rythmique quand même. Hein. Vous bossez bien. Vous avez déjà de l'avance? Julien, t'as de l'avance sur les dessins déjà? Oui, on a. Tout storyboardé? On a le tout et pour tout, au-delà de celui-là, je crois qu'on a 500 pages storyboardées. Ah ouais. 250, 220, 470. Beaucoup. Ouais, un peu moins de 500 pages de storyboardées. En fait, c'est ma méthodologie parce que je le force à suivre des méthodologies qui sont totalement différentes le temps qu'on trouve en fait la bonne. C'est-à-dire qu'au début, on l'a fait storyboardage tome 1, ancrage tome 1. On a vu que c'était trop compliqué pour des raisons où d'ordre d'adaptation, j'ai préféré moi faire storyboardage 2, 3 et on continue le storyboardage pour en fait avoir une longue portée, avoir un rythme moins cadencé, plus libre aussi, et puis au moins ça nous permet de mettre beaucoup de références à la suite. D'accord. Et puis ça lui permet d'avoir un meilleur dessin aussi. D'accord. Ouais. Sur tout ce que tu as dessiné sur les prochains tomes, tu sens une évolution? Ah clairement. Sachant que quand il est venu me contacter, je n'ai eu aucune expérience de la BD. Bon, comme tous les enfants, je faisais des mini-sketchs, mais ça s'arrêtait là. J'ai appris le métier de BDiste, mangaka, en taffant avec lui. Puis on sent clairement la nette différence entre les toutes premières pages qu'on a storyboardées, qui sont plus accessibles, c'était trop mauvaises, ceux qu'on a mis du coup dans le tome 1 et les futurs tomes. Je suis pas un bon binôme pour la santé mentale, je suis très exigeant. Je le fais recommencer beaucoup, comme moi je recommence beaucoup et comme il me donne énormément de travail supplémentaire, mais je pense que c'est un peu
j'ai pas envie de partir sur acquis, de me dire oui bon on a fait un truc, on aurait pu faire mieux. Non, je veux qu'on fasse mieux et qu'à la fin on se dise on aurait pu encore faire mieux et qu'on continue à faire mieux de chaque tome. De toute façon, c'est l'évolution naturelle. Oui, ben après, ton exigence, ça a quand même permis de beaucoup m'améliorer. Par exemple, sur les carrés de zinc. Il y a plusieurs fois, il a pris la corde, il allait au supermarché, il a pris la corde et la chaise. Hein. Non, mais, en fait, c'est parce que c'est vrai qu'avec du recul, c'est un peu plus objectif. On se dit, oui, c'est vrai que du coup, on a recommencé plus de fois, on a pris des fois des heures entières, 10 heures à revoir un truc, etc. Donc on sort un produit plus finalisé. Aussi, on a mieux compris ce qu'on avait raté. Ouais. Et je lui vais faire une grosse remise en question. Et en tant que binôme, ouais, santé mentale, faut pas être. Bon, en tout cas, moi je trouve que vous avez l'air de bien fonctionner. Ouais, quand c'est ce qu'on nous dit souvent, les complémentaires. Vous avez l'air de vous être rodé. Ouais. Et voilà, ben on souhaite beaucoup de chance et de succès à l'ETAM. Et puis bonne continuation les garçons, je vous vois à Angoulême. Ciao ciao.